Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des lotissements, des détachements de parcelles. Le but, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron, et passer un peu plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique ou alors sur mon Instagram, vous tapez @unevie-de-liberté, vous allez voir, c'est là où je suis le plus présent, vous avez même des stories travaux où vous pouvez voir la division foncière en action, des pelleteuses qui creusent et qui font des lotissements. Donc voilà, et on se retrouve chaque semaine dans ce podcast qui s'appelle Une vie de liberté, où on explore ensemble toutes les façons de mener une vie plus libre, que ce soit dans les poches, parce qu'il va falloir quand même un peu de thunes, mais aussi et surtout dans la tête, puisque si on n'est pas libre dans sa tête, pour moi, on n'est pas libre tout court. Donc voilà, je vais commencer ce podcast en remerciant tous les gens qui ont mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Grand merci à Vincent, Audrey, Jérôme, Quentin, Philippe, Xavier, Robin, Antoine, Nadège, Nicolas, Manu, Yasmine, Claudine, Olivier, Julien, Jean-Baptiste, Xavier, Clément, Sam, Bye Bye Patron, Mathieu, David, Delphine, Sonia, Alan et Paco. Un grand merci à vous tous les amis, ça fait trop plaisir, c'est vous qui faites vivre ce podcast. J'ai aussi pas mal de gens qui m'ont écrit à titre perso suite au podcast de la semaine dernière, mais on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Pour l'heure, petit point avancé des abonnés, comme chaque semaine, on est 645 sur YouTube, on est 398 sur SoundCloud, bientôt 400. Je trouve toujours ces chiffres super impressionnants. L'objectif de l'année, c'est les 1000 sur YouTube, et au rythme où on va, normalement, on devrait y arriver. On est à 162 notes 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup à vous. Et on a 2 nouveaux commentaires, donc un grand merci à Paul-Henri et à Pierre-Yves pour votre commentaire et votre note 5 étoiles. Merci d'avoir pris le temps de commenter sur Apple Podcast. C'est là où c'est le plus important pour faire connaître ce podcast, pour l'aider à se développer. Et sur mon Insta, on est 3697 au moment où j'enregistre ce podcast. Donc on approche gentiment des 4000 personnes sur Insta. Et ça c'est génial, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez envie de me parler, si vous avez envie de me capter, c'est là où je suis le plus présent, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, un grand merci à vous tous qui prenez le temps de commenter, de liker, de me faire des retours sur les épisodes. C'est vous qui faites vivre le podcast. Alors avant d'attaquer avec le retour sur le podcast de la semaine dernière, les petites news. Donc j'enregistre ce podcast, on est vendredi après-midi, voilà, il va sortir donc lundi matin à 10h, et au moment où vous allez l'écouter, si tout va bien, si mon test Covid revient négatif, je serai à la Martinique, donc ça va être vraiment cool, en mastermind avec le groupe du Club des Rentiers. Donc chaque fois c'est génial, je vous encourage vraiment à faire des rencontres, des événements comme ça, bouger une semaine entre investisseurs, pouvoir parler immobilier, bourse, crypto-monnaie, finance pendant une semaine, de façon débridée entre potes qui partagent vraiment les mêmes passions. C'est vraiment cool, ça permet d'avancer, ça permet d'avoir des visions différentes sur des objectifs communs, elle est pas mal celle-là, et ça permet de s'enrichir tout simplement, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, je suis en train d'enregistrer ce podcast avec la pression en me disant que j'ai pas trop le droit de me rater parce que là j'aurai pas de samedi et j'aurai pas de dimanche pour réenregistrer, donc voilà, j'attaque et j'ai intérêt d'être en forme. Mais bon, je l'ai bien préparé celui-ci et j'espère qu'il va vous plaire. Donc voilà, les petites news, c'est Mastermind de la Martinique. Après, il y a une autre news, c'est que j'ai eu un truc de fou cette semaine. C'est à n'y rien comprendre. sur SoundCloud, le podcast de cette semaine a fait d'un seul coup, jeudi, donc hier là, par rapport au moment où j'enregistre, et jeudi de la semaine dernière par rapport au moment où vous allez écouter, il a fait 12 000 écoutes dans la journée. Donc je n'ai pas compris, je ne sais pas pourquoi. À mon avis, c'est un bug.
C'est un bug, je pense vraiment. Mais si jamais quelqu'un m'a fait de la pub ou m'a fait du buzz, parce que là, 12 000 écoutes sur un épisode en une seule journée, c'est plus qu'un buzz, hein. C'est clairement des chiffres énormes. Donc c'est en général ce que je fais dans le mois en écoute. Donc voilà, mais si quelqu'un est au courant de ce qui a pu se passer, je suis preneur. Et j'en profite aussi sur ce podcast pour refaire un petit coup de pub pour ma formation ETF. Vous avez été hyper nombreux à me faire confiance et ça me touche énormément. Les retours ont été super. Donc je suis déjà en train de plancher sur une autre idée de formation qui, je pense, peut vraiment aider. Où voilà, j'ai beaucoup de demandes à chaque fois en DM. Et je pense que je peux aider aussi. Donc voilà, je vais attendre de déménager puisque je déménage le 20 février dans ma nouvelle maison. Donc voilà, je vais attendre que tout se mette en place et quand j'aurai du temps à y consacrer, sûrement au mois de mars, je me mettrai dessus. Et voilà, donc je voulais remercier tous les gens qui m'ont fait confiance pour cette formation ETF, pour apprendre à investir en bourse sereinement, voilà, sans prendre trop de risques. C'est un peu, on va dire, l'investissement IMO de la bourse. C'est une formation d'1 heure et demie qui permet d'être autonome tout de suite après, de pouvoir passer à l'action. Voilà, si on a envie d'approfondir, on peut aller encore plus loin. Il y a des ouvrages sur le sujet, il y a plein de blogs, mais ça, c'est vraiment on va dire le starter pack pour tout comprendre en 1 heure et demie et pouvoir tout de suite passer à l'action. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon Insta @unevie-de-liberté, vous cliquez sur le lien dans la bio, elle est à 79 €. Voilà, je l'ai calé vraiment sur le prix des primes de parrainage bancaire. Comme ça, ça vous rembourse même la formation quand vous ouvrez votre PEA ou votre assurance vie. Et tout le monde est content. Donc voilà, n'hésitez pas. On va démarrer, rentrer dans le vif du sujet avec le retour sur le podcast de la semaine dernière. Un podcast qui vous a vraiment plu et vous m'avez régalé. Un grand merci à vous parce que j'ai eu plein de commentaires. Et notamment aussi beaucoup de commentaires perso. Voilà, des gens qui m'ont écrit en DM en me demandant de ne pas lire le commentaire. Donc voilà, il n'y a bien sûr aucun problème. Et c'était très touchant. Donc le podcast de la semaine dernière, c'était sur le vrai coût des soucis. Voilà, ce que nous coûtent les soucis au-delà de ce qu'on peut penser au premier abord. Et on se rend compte en lisant les messages que il y a beaucoup de gens qui partagent une expérience assez similaire à ce que moi j'ai pu partager dans le podcast. Où voilà, de prime abord, on s'imagine qu'on a une tuile, mais si on lui laisse prendre trop de place dans la vie, ça grignote. Et voilà, donc merci à vous qui m'avez envoyé des DM perso, vous vous reconnaîtrez. Vous avez beaucoup de courage et je vous salue les amis. Et je vais vous partager quelques messages qui ont été postés sur YouTube et sur mon Insta. On a un premier message de Claudine. Claudine qui nous dit « Merci pour toutes ces bonnes ondes que tu envoies chaque semaine. Personnellement, mon remède anti-stress est une séance de fractionné en course à pied, type 10 x 300 mètres. Lorsque ta seule envie est de respirer, tout le reste devient superflu. » Je suis d'accord Claudine, que j'en ai parlé dans le podcast que le sport ça fait du bien. Et justement, quand on a des soucis, en général, c'est le premier truc qui saute. Et mon coach John au CrossFit le dirait bien mieux que moi, mais c'est plutôt la première chose à privilégier, même quand c'est la merde, même quand on est dépassé, même quand on a le sentiment de ne plus avoir assez de temps pour faire face. Il faut garder ces séances de sport parce que c'est un échappatoire, ça fait du bien, ça maintient en santé et c'est ça qui compte le plus. Et voilà, et pour moi, être un adepte du CrossFit, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ça vide vraiment la tête quand ta seule envie, c'est juste de pouvoir respirer et t'allonger par terre. Ouais, ça fait du bien, on est bien d'accord. On a un message d'Olivier, Olivier P'tilou, qui me dit « Oui, j'ai un chef que j'aimerais emplâtrer et qui me bouffe de l'énergie. Je vais passer à autre chose, mais pas sans lui rentrer dedans ou lui faire une crasse. Je sais qu'il faut laisser faire les choses, on en a déjà parlé, attendre sur le bord de la rivière que son corps passe. Mais si je peux le jeter dedans pour aller plus vite, je vais pas me gêner. Merci pour tout et à plus. » Donc merci pour ton message Olivier. Alors la référence, attendre sur le bord de la rivière et voir le corps passer, c'est une citation de Lao Tse qui dit que quand tu as envie de te venger, ne te venge pas, assieds-toi au bord de la rivière et tu verras bientôt passer le cadavre de ton ennemi. Ça veut dire en gros que quand tu as affaire à quelqu'un qui nique tout le monde, à un moment, tu n'auras même rien à faire, il va se niquer tout seul, en général. Et moi, j'ai pu le vérifier plein de fois dans la vie. Après, je te comprends, parfois on a envie, quand on a des soucis avec quelqu'un, on le voit dans ton message d'ailleurs, ça bouffe quoi, parce que ça prend de l'ampleur, ça te bouffe ton énergie, comme tu le dis. Tu veux passer à autre chose, mais tu veux le faire payer avant.
Moi, quand je lis ton message, tu vois, c'est sincère en plus, hein, mais je te conseillerais surtout de passer à autre chose tout de suite, tu vois. Il y a assez de temps perdu, tu vois. Faut passer à autre chose tout de suite, tout de suite, tout de suite. Chercher un autre boulot, bouger, te mettre à ton compte. Et je sais que tu es quelqu'un qui te bouge et je sais que c'est ce que tu es en train de faire. Mais voilà, parfois, bah, il y a des gens qui en valent juste pas la peine, quoi, de nous bouffer notre énergie. Mais vraiment, clairement. On a un message de Julien. Julien qui me dit merci pour l'aparté. Moi, c'est Julien et mon épouse Wendy. Effectivement, on a prévu pour la prochaine entreprise une pizzeria uniquement à emporter. Comme ça, si le Covid se reproduit, on aura une plus grande largesse, on l'espère du moins. Moins de charges psychologiques car pas d'accueil client, pardon. Et après avoir travaillé 7 ans dans une affaire 7 sur 7 uniquement en direction, pour avoir plus de temps pour vivre tout simplement. Donc oui, Julien, il fait référence à son message de la semaine dernière où il avait un restaurant et où c'était très compliqué. Et là, bravo à toi de travailler sur un projet comme ça. Et tu nous le dis, voilà, en prévoyant quelque chose qui va être uniquement à emporter, moins de charges psychologiques, pas d'accueil client. Et je peux vraiment te comprendre. Voilà, c'est ce qui permet déjà de scaler. Ça peut faire, on peut rebondir sur le podcast qui était encore de la semaine avant sur l'effet de levier. Là ici, on a clairement un effet de levier quand c'est uniquement emporté, on peut aller beaucoup beaucoup plus vite. Et voilà, et en plus tu prévois pour les pandémies futures parce que malheureusement on ne sait encore pas à quelle sauce on va être mangé. Et si on doit être confiné 3 mois par an, je comprends que tu prennes tes dispositions. Il poursuit en nous disant on est en train d'acheter un nouvel IDR de 4 appartes, il faut essayer de rendre positif cette situation, même si c'est pas toujours facile. Tes 2 podcasts nous y aident, merci pour ça. Écoute, merci beaucoup à toi, Julien. Et on a un message aussi de Yasmine qui m'a beaucoup fait écho. Yasmine qui nous dit ton premier investissement, ça me rappelle effectivement mon premier projet. Un grenier que j'ai transformé en 3 appartements, entre parenthèses ma RP et 2 studios, évidemment avec 0 connaissance niveau travaux. Elle est fraîche la fille, et là le calvaire commence. Du plancher au toit, rien ne me fut épargné. Des malfaçons à foison, le bêtisier du bâtiment c'est chez moi. Bref, plus de 3 ans de galère. J'ai même pas tout fini encore, avec tout ça, le stress, la douleur, les disputes. Mon conjoint, enfin mon ex-conjoint maintenant, j'en ai perdu le goût d'investir pendant 8 ans. Je m'y suis remise, mais là je vais vendre, et pour rien au monde je ne veux le garder pour louer. Je veux juste plus jamais entendre parler de cet appartement. J'ai même encore les boules, tellement j'ai morflé, donc oui, il y a un vrai coup. Ça vous coupe les ailes, les soucis, ça impacte vos relations, ça impacte la santé, et restez focus que sur ces soucis, tu le payes très cher. J'ai pas grand chose à ajouter quand je vois ton message, Yasmine. Pour tous les gens qui nous écoutent, on voit très bien que c'est chargé en émotions, et effectivement, le bâtiment, il faut faire attention quand on investit à être formé. Comme tu le dis, tu n'avais pas de formation, comme moi quand j'ai acheté mon premier immeuble. Et ça peut être la cata parce qu'on s'endette sur 20 ans. Si on a une rentabilité pourrie, plus un bâtiment où les travaux ont été mal faits, ça peut tout simplement être l'enfer. Et si à côté on n'a pas un job ou une boîte qui crache vraiment du cash pour pouvoir éponger et rendre ce souci minime, parce que clairement, si c'est un souci, si ton immeuble te coûte 1000 euros par mois de ta poche parce que tu as dû payer les travaux et que tu as un cash flow négatif, si à côté tu as un job qui te rapporte 10 000 euros par mois, clairement le souci est moindre. Tu peux même vendre à perte, c'est pas grave, tu te referas. Mais si à côté tu as un job qui rapporte pas beaucoup, qu'en plus tout ça te prend la tête, les soucis te bouffent et que tu n'as du coup pas le temps de développer des autres business pour justement équilibrer tout ça, voire même faire des gros revenus à côté pour rendre ce souci minime, ça te bouffe la vie, quoi, concrètement. Donc voilà, après, dans ton message, on voit qu'il y a de l'espoir, et comme pour moi d'ailleurs, puisque ça m'a pas empêché au final de devenir indépendant financièrement, ça m'a pas empêché de réussir, ça m'a juste beaucoup, beaucoup ralenti. Moi, j'ai perdu le goût d'investir pendant 4 ans, et voilà, toi, pendant 8. Donc, encore une fois, sans vouloir faire peur à tout le monde, l'immobilier, c'est comme en bourse, quoi. Il faut se former. Si vous partez à acheter des actions, à faire n'importe quoi en bourse, à prendre la bourse pour un casino, vous allez vous faire plumer. Faut bien se dire qu'en bourse, il y a 10% des gens qui gagnent et 90% des gens qui perdent. Donc il faut faire partie des 10% de gens qui gagnent, et tout cela, c'est ceux qui ont une vision long terme, qui investissent sur le long terme. Alors je vais pas en rajouter, c'est ce que je propose avec les ETF, et dans l'immobilier, c'est vraiment l'image que j'ai. Quand on veut gagner, faire du gain rapide, en général, ça se solde souvent par des échecs. Et le marchand de biens, quand il est bien fait,
Forcément que le marchand de biens, on attend un retour sur investissement rapide, on est bien d'accord. Par contre, l'investissement qu'on fait, c'est tout pour le long terme. Les travaux qu'on va faire, la vision qu'on va avoir, tout est fait pour le long terme. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à garder. Et quand on veut avancer pour le long terme, il faut se former avant. Alors, pas forcément acheter des formations, mais il y a plein de bouquins gratuits, il y a plein de podcasts, il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Donc avant d'aller prendre un crédit sur 20 ans pour quelque chose, formez-vous bien parce que voilà, ça peut coûter cher. Et on a un dernier message de Sam qui dit « Je vais donner mes pistes car cela m'a aidé à démissionner sans avoir la situation idéale après avoir lu ceci. Il existe ce que l'on appelle l'attitude pendant l'orage. Quand on est pris dans une averse soudaine, on peut soit courir le plus vite possible, soit s'élancer pour s'abriter sous les avancées de toit des maisons qui bordent le chemin. De toute façon, on sera mouillé. Si on se préparait auparavant mentalement à l'idée d'être trempé, on sera en fin de compte fort peu contrarié à l'arrivée de la pluie. On peut appliquer ce principe avec profit dans toutes les situations. Anticiper plusieurs scénarios peut aider à enlever stress et angoisse. Avoir la paire de lunettes adaptée, ne pas regarder la vie avec émotion mais pragmatisme. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi, je fais une petite pause dans ton commentaire, mais complètement. Et d'ailleurs, moi je m'en souviens, quand j'ai lâché mon job, j'avais beaucoup de mal à lâcher mon job, parce que j'avais une grosse peur de manquer, j'avais peur forcément mon cash flow était à peu près au niveau de mon salaire, mais il suffit qu'il y ait un locataire qui parte, et tout de suite le cash flow est beaucoup bien moindre, et ainsi de suite, et du coup forcément après j'ai pu développer plein d'autres business, et j'ai gagné plus que ce que j'avais avant, mais au départ c'était compliqué, et j'essayais de m'imaginer le pire quoi, et le pire du pire du pire qui pouvait se passer, c'était que voilà, j'allais, on va dire entre guillemets, perdre 2 ans, puis j'irai rechercher un boulot, et puis voilà. Le pire n'est jamais vraiment pire. Donc c'est bien ce qu'il faut avoir en tête. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Il finit Sam en nous disant « J'ai eu 5 squatteurs dans un appart, j'ai géré cela avec calme, j'ai ronflé, ils sont partis. Non seulement ça m'a rien coûté, mais l'assurance m'a payé une nouvelle porte. » Et enfin, ne pas oublier les 4 accords Toltec qui résolvent pas mal de choses. À bientôt, signé le 101e abonné. Merci à toi Sam. Ouais, écoute, là t'as eu de la chance pour tes squatteurs, ça se passe pas toujours comme ça, mais effectivement, de se dire que ça peut partir en sucette, de voir vraiment tous les scénarios catastrophes pour tout anticiper, c'est une bonne technique, ça permet au moins de savoir à quelle sauce on va être mangé, et tout de suite être prêt, avoir préparé des plans si ça arrive. Donc voilà, écoutez, on a fini avec le retour sur le podcast de la semaine dernière, un sujet qui vous a vraiment inspiré, donc un grand merci à vous de faire vivre ce podcast. Et on va pouvoir passer au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine va être un vaste sujet, c'est le mensonge. Voilà, le mensonge sous toutes ses formes. J'ai eu vraiment envie de parler de ça, c'est un sujet, pour rien vous cacher, que je prépare depuis quelques semaines, qui est dans les notes de mon iPhone, où je le peaufine, et chaque semaine je me dis, allez, il faut que tu sortes le podcast sur le mensonge. Et entre-temps, je crois que c'est depuis l'épisode de Benjamin Franklin où je veux le sortir, et chaque semaine, je le sors pas parce que j'arrivais pas à trouver vraiment l'axe selon lequel j'avais envie de parler de tout ça. Et je pense avoir trouvé, ça y est, donc je vais vous livrer ce podcast, j'espère qu'il vous plaira. Donc pourquoi j'ai eu envie de parler du mensonge ? Parce que personnellement, j'ai un sens de, on va dire, de la loyauté qui est très très élevé, et je ne supporte pas que l'on me mente. Donc je ne suis pas quelqu'un qui suis, on va dire, très rancunier, c'est-à-dire que j'arrive à pardonner, par contre, derrière je ne donne plus ma confiance. C'est-à-dire que quelqu'un qui m'a trahi, je ne vais pas entretenir une grande rancœur contre lui, parce que j'ai pas que ça à faire, et que la rancœur c'est encore des sentiments négatifs que j'ai pas envie d'en avoir, donc je vais laisser aller, je vais pardonner. Par contre, il a une grosse croix rouge sur le front, et jamais je lui ferai plus confiance, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est important pour moi, c'est quelque chose qui est très important, cette loyauté et donc ce mensonge, et pourtant, je me suis rendu compte de cette ambivalence, c'est que Dieu sait que j'ai menti par le passé, surtout dans mon travail, à l'époque où j'étais entrepreneur de travaux publics, donc je vais parler de choses qui ont des années et des années où il y a prescription, puisque voilà, à l'époque, dans ce métier-là, j'avais une grosse pression des clients, parfois, et que ce soit sur des délais d'intervention, par exemple. Je savais très bien que j'arriverais pas à intervenir dans le mois qui arrivait, mais les clients mettaient une telle pression sur nos épaules
que j'allais dire, ben voilà, on est là dans 15 jours. Et après, sur le coup, je mentais, et après, j'allais essayer par tous les sens de trouver une solution pour arriver à intervenir, et des fois, c'était dans 3 semaines. Et donc, je me retrouvais plein de fois à mentir parce que j'avais une pression phénoménale de mes clients. J'ai même eu le cas une fois d'un client qui était un vrai voyou, puisqu'il m'avait signé un devis pour des travaux supplémentaires. C'était des caniveaux à grille à mettre sur un lotissement. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que des caniveaux à grille. C'est des caniveaux qui sont en travers d'une route. J'ai fait le travail, il m'a signé le devis, et au moment de payer, il m'a rappelé que le marché était global et forfaitaire et qu'il n'y avait pas de travaux supplémentaires. Donc je lui ai dit, mais attendez, vous m'avez signé un devis pour des travaux supplémentaires, je m'en rappelle encore, il y en avait pour 12 000 euros à l'époque. Et il m'a dit, en gros, que voilà, il m'a fait un petit clin d'œil, genre, je t'ai niqué, quoi. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, alors, voilà, là, je vais mentir aussi un petit peu, parce que j'étais accompagné de quelqu'un ce jour-là, mais je ne veux pas le mettre dans la merde, donc je ne vais pas dire avec qui j'étais, mais on y allait une nuit, et j'ai récupéré tous les caniveaux grilles pendant la nuit, et je les ai chargés dans ma bagnole. Et le client s'en est aperçu par la suite, forcément, parce qu'il me dit où sont passées les grilles, quoi, les grilles des caniveaux. Ça laissait des gros trous au milieu de la route. Et je pense forcément qu'il savait très bien, il n'avait pas payé, il savait très bien que c'était moi. Et je lui ai dit que j'en avais absolument aucune idée, qu'il arrête de m'accuser sans preuve. Alors bon, cette histoire a plus de 10 ans, et malheureusement, ce client est décédé, paix à son âme. Mais voilà, en tout cas, je me suis retrouvé à mentir, mais je faisais face à quelqu'un qui était un vrai voleur. Alors, est-ce que ça justifie d'avoir menti? Est-ce que ça justifie d'avoir récupéré ce qu'il ne m'avait pas payé? Telle est la question. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de parler de ce sujet. Et justement, dans ce métier-là, j'avais tellement cette pression de clients où on leur disait ce qui leur faisait plaisir, mais clairement, quand on leur annonçait un délai qu'on ne pouvait pas tenir, c'était un mensonge. Et que je me souviens, en changeant de vie, quand j'ai arrêté ce métier, je m'étais promis de ne plus jamais mentir. Je voulais plus mentir, je supportais pas. Je me suis dit, maintenant, je serai toujours franc. Quand on me demandera si on peut faire un rabais, je dirai non. Quand on me demandera si je peux intervenir dans un mois et que je ne peux pas, je dirai non. Et je dirai toujours la vérité. Mais est-ce que c'est possible de jamais mentir? C'est une vraie question que je me suis posée. Après, voilà, où est-ce que commence dans d'autres domaines le mensonge? Par omission, quand on sait quelque chose qu'on ne dit pas. On en parlera tout à l'heure, mais par exemple, si vous savez que la femme de votre meilleur pote le trompe et que vous ne le dites pas, ça reste un mensonge par omission, mais ça reste un mensonge quand même. Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il ne faut pas le dire? Voilà, et quand on ment trop, qu'est-ce qui peut nous attendre? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Et quand va commencer la punition du karma, puisque c'est quelque chose auquel je fais aussi très attention. Donc voilà, de maintenir mon karma au bon endroit et pouvoir me regarder dans une glace. Donc voilà, j'ai voulu aborder tous ces sujets. Est-ce que, comme dans mon cas, voilà, où on ne me paye pas un devis et je suis allé récupérer les caniveaux et je mens en disant que c'est pas moi, alors que c'est moi qui suis allé récupérer mes caniveaux. Est-ce que mon mensonge est justifié? Qu'est-ce que je fais à mon karma quand je fais ça? C'est toutes les questions que je me suis posées et auxquelles on va essayer de répondre dans ce podcast. Donc, qu'est-ce que signifie mentir pour moi? C'est la première question que je me suis posée. Alors, avant de démarrer ce podcast, c'est vraiment la première chose à laquelle j'ai voulu répondre. Pour moi, mentir, c'est tromper l'autre sciemment. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne dit pas la vérité, on en a conscience et on le fait quand même. On trompe l'autre. Alors, bien sûr, il y a un but derrière tout ça, mais pour moi, c'est vraiment ce que ça voulait dire. Mentir, pour moi, c'est utiliser tous les moyens possibles pour arriver à ses fins. Donc voilà, et moi, à l'époque, je me disais, dans mon travail, je le fais pour mes salariés, pour qu'ils soient payés, je le fais pour ma famille, je le fais parce que j'ai besoin d'être respecté. J'évoluais avec, alors, les clients dont je parle, ça reste peut-être... il y en avait une bonne proportion quand même, mais peut-être 10% des clients, 90% étaient des gens bien, des gens honnêtes. Mais voilà, quand on évolue dans les travaux publics, on bosse avec des gens de l'immobilier, il y en a, c'est des véritables requins, pour ne pas dire des enculés, pour utiliser le mot. Et quand on évolue avec des gens comme ça, qui n'ont aucun scrupule à vous demander de produire un devis de travaux supplémentaires, à vous le signer pour vous dire que vous serez payé, et derrière à vous regarder droit dans les yeux et à vous dire qu'ils ne vous payeront pas, moi je me dis que à l'époque, on pouvait mentir à ces gens, on pouvait faire des coups tordus, parce que c'était coup pour coup, c'était justifié. Donc
ben voilà, est-ce que c'est d'utiliser justement tous les moyens pour arriver à ses fins. Mais voilà, on va voir dans la suite de ce podcast que toutes les raisons de mentir, en fait, ça révèle plein de choses et c'est bien plus subtil que ça. Donc la prochaine question que je me suis posée, c'est quelle est la définition du mensonge? Parce que j'aime bien aller voir, vous le savez, dans le dictionnaire, ce que ça raconte. Donc un mensonge, qu'est-ce que c'est? Un mensonge, c'est l'énoncé délibéré d'un fait contraire à la vérité, ou encore la dissimulation de la vérité. Mensonge par omission. Donc là, par rapport à ma propre définition, tromper l'autre sciemment, ça colle, ça colle. Le mensonge, c'est une forme de manipulation qui vise à faire croire ou à faire faire à l'autre ce qu'il n'aurait pas cru ou fait s'il avait su la vérité. Là, on le voit, quand mon client me signait un devis, c'est une forme de manipulation parce qu'il m'a fait faire des travaux, alors que dans sa tête, il savait déjà qu'il ne payerait pas ce devis-là. Et donc, on continue la définition. En général, le mensonge s'oppose à la véracité. Donc le fait de dire vrai, il s'oppose à la sincérité ou à la franchise. Plus précisément, mentir, ça consiste à déguiser sa pensée dans l'intention de tromper. Donc là, on est vraiment dans le thème. Bien sûr, mentir, c'est considéré comme un vice ou comme un péché dans toute la tradition morale, philosophique et religieuse. Je sais que par exemple en philosophie, pour Kant, on ne devait jamais mentir. Alors on le verra dans la suite du podcast, il y a une hiérarchie dans le mensonge, il y a des degrés. Il y a des petits mensonges qu'on peut faire quand vous arrivez au travail le matin, qu'on vous demande si ça va et que vous avez passé une mauvaise nuit. Vous n'allez pas raconter non plus toute votre vie aux gens. Vous allez dire ouais ça va, parce que juste vous n'avez pas envie de dire en fait j'ai mal dormi parce que j'ai oublié de sortir mon chat et à 5h du matin il a miaulé, il a fallu que je me lève. Voilà, donc c'est des mensonges qui servent un peu de fluide, de lubrification, de lubrifiant social. Voilà. Donc quand Kant dit qu'il ne faut absolument jamais mentir et toujours dire la vérité, est-ce qu'il a raison ou pas? Donc voilà, il y a d'autres philosophes qui s'accordent à dire que justement, il y a des mensonges qui sont moins graves que d'autres. Il y a une hiérarchie dans le mensonge. C'est un peu ce qu'on va voir dans ce podcast-là. Il y a aussi des mensonges qui sont carrément punis par la loi, comme l'usage de faux, par exemple. Quand vous mentez sciemment aux impôts, quand vous oubliez de déclarer quelque chose, ça reste un mensonge, et c'est un mensonge qui est puni si vous vous faites attraper. Le non-respect de contrat dans le commerce, par exemple, pour ce client-là qui m'a signé ce devis, j'aurais pu l'emmener au tribunal, par exemple. Mais quand on voit la lenteur des délais et tout ce que ça coûte, est-ce que ça aurait été judicieux ou pas? Je ne sais pas. Une fausse déclaration en justice, par exemple, c'est des mensonges qui peuvent être punis par la loi, par des amendes ou des peines de prison. Donc on le voit bien quand même que ce soit dans la religion, dans la tradition philosophique, ou même par la justice des hommes, le mensonge, suivant son degré, c'est quand même vraiment quelque chose de grave. Après, il y a aussi quelque chose qui est très particulier avec la notion de mensonge, c'est que même si on dit la vérité, si la personne en face de nous, elle ne nous croit pas, elle peut faire de ce qu'on dit un mensonge. Si vous êtes au tribunal pour un crime que vous n'avez pas commis et que vous clamez votre innocence et qu'on vous déclare coupable, tous les gens pensent que vous avez raconté des mensonges. Et pour la justice, pour les gens, vous aurez dit des mensonges alors que vous dites la vérité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez surprenant, une notion qui est surprenante, parce que justement, cette opposition entre le mensonge d'un côté et la vérité de l'autre côté, elle est courante. Alors qu'en fait, le mensonge, lui, il relève d'un acte moral, donc c'est d'être de bonne foi ou de mauvaise foi, alors que la vérité, elle relève du fait. C'est vrai ou c'est faux, c'est juste ou c'est faux. Et donc voilà, donc le contraire du mensonge, ce ne serait pas vraiment la vérité, ce serait pas la vérité, ce serait plutôt la sincérité. Puisque voilà, le mensonge, c'est la bonne ou mauvaise foi. Quand on est de mauvaise foi, on ment. Quand on est de bonne foi, on est sincère. Donc, voilà, même quand on dit la vérité, si l'autre ne nous croit pas, il peut prendre ça comme un mensonge. Donc, la question qu'on va se poser, souvent, c'est au lieu de dire, par exemple, pourquoi ment-on, la question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi a-t-on peur d'être sincère? Donc, c'est ce qu'on va voir un peu par la suite. Je me suis du coup posé la question de voir la définition du mot sincère. Qu'est-ce que c'est sa définition? Donc sincère, c'est qui est disposé à reconnaître la vérité et à faire connaître ce qu'il pense et ce qu'il ressent, qui s'exprime sans déguiser ses émotions et ses pensées. Les synonymes de sincère, c'est vrai, authentique.
Donc c'est très très puissant, hein. On le voit bien, hein. Dans la question que je me suis posée, pourquoi ment-on? La question qu'on peut retourner, c'est pourquoi a-t-on peur d'être sincère? Puisque la vraie opposition du mensonge, c'est la sincérité. C'est pour ça qu'on dit que on aime les gens vrais, on aime les gens authentiques, on aime les gens qui ne mentent pas. Et ça me fait penser aux formateurs IMO qu'on voit. Quand vous voyez des formateurs IMO qui sont sur la plage partout et qui vous expliquent qu'ils sont là grâce à leur cash flow de 1800 euros pour 10 appartements dans une ville à 12% de renta, et qu'en fait ils mènent une vie qui est bien plus dispendieuse que celle-ci et qui sont riches grâce à l'entrepreneuriat et à la vente de formations à grande échelle, ces gens-là, on les sent menteurs parce qu'ils ne sont pas authentiques, ils ne racontent pas leur vraie vie. Alors qu'il y a d'autres formateurs du net, je sais pas, on peut prendre Cédric Anissette par exemple, parce que je pense à lui, où lui, il est vraiment très transparent sur ses ventes, sur ce qu'il fait, sur le fait qu'il fait du e-commerce, qu'il vend de la formation. En tout cas, moi, comme je le ressens, il me paraît plus vrai, plus authentique, parce qu'il n'est pas en train de me mentir. Il n'est pas en train de me dire qu'il habite à Dubaï parce qu'il a 3 appartements qui lui rapportent 1800 euros de cash flow. Et même quand il vend sa place de parking depuis des années, il explique que c'est pour débuter. Et qu'une fois qu'on est indépendant financièrement, c'est après qu'on peut développer un business. Et que justement l'indépendance financière, qu'on l'atteigne par l'immobilier, parce que c'est la façon la plus facile de le faire en tout cas. Moi c'est comme ça que je l'ai fait, moi je l'ai atteint grâce à la fois à l'immobilier et grâce à une très bonne gestion, enfin je ne veux pas me jeter des fleurs, mais c'est la vérité, grâce à une très bonne gestion financière et à un bon salaire et un train de vie largement en dessous de mon salaire, c'est comme ça que j'ai réussi. Donc, et c'est ce que j'explique, hein, moi sur mon podcast, j'essaye justement d'être authentique. Je pourrais dire que j'ai atteint l'indépendance financière en 6 mois pour essayer de vendre plus de ma formation, de la boîte à outils du marchand de biens. La vérité, c'est que j'ai mis 12 ans et j'ai pas envie de mentir, donc je dis la vérité. Enfin, je suis sincère, voilà. J'essaye d'être authentique, en tout cas. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas un problème d'avoir réussi grâce à l'entrepreneuriat. C'est pas ça, mais la vérité, c'est d'être authentique. Ça me fait aussi penser d'ailleurs à, je fais encore une digression, mais à Booba, le rappeur, qui au début on lui reprochait beaucoup, mais là je parle des années 2005-2006, de plus rapper la rue, de plus rapper son quartier. Mais Booba, il a toujours rappé ce qu'il a vécu. Il lui disait qu'il se la pétait parce qu'il rappait des Lamborghini et il rappait Miami. Mais en fait, il rappait juste ce qu'il vivait. Il venait de s'expatrier, il avait une Lamborghini, il habitait à Miami. Il était authentique en fait, il rappait sa vie. Donc il y a des gens qui pensaient qu'il avait pris la grosse tête ou quoi. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus honnête que d'aller habiter à Miami, rouler en Lamborghini et aller se remettre à rapper qu'on vend de la drogue dans la rue, par exemple. Ce serait n'importe quoi. Donc voilà. Pourquoi je pense qu'on est touché quand les gens sont authentiques, c'est pour cela. Donc en vrai, dans la vie, soit on ment, soit on est sincère. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on ment? Pourquoi est-ce qu'on a peur d'être sincère? Alors la première chose dont je me suis rendu compte quand j'ai fait mes recherches, c'est que tout le monde ment. Voilà. C'est comme ça. L'homme ment. C'est dans notre ADN, en tout cas dans notre programme interne, depuis qu'on est tout petit. On va mentir pour obtenir des choses. Un petit va se mettre à pleurer beaucoup plus que de raison, ou pour avoir un câlin, ou pour avoir à manger, et ainsi de suite. Et ça se poursuit dans la vie. Et dans les recherches que j'ai faites, j'ai pas trouvé de nombre exact, mais j'ai vu qu'on mentait entre 2 et 200 fois par jour. Donc c'est assez énorme. Et on se rend compte que tout le monde ment. Alors pourquoi l'être humain ment comme ça? Il y a une des raisons, c'est que la façon dont on est fait, on a une très très mauvaise capacité à détecter le mensonge. Nous, l'être humain, quand quelqu'un nous ment, on a une chance sur deux, 50% de savoir avec certitude si la personne ment ou pas. Donc une fois sur deux, on se trompe. En gros, on fait pas mieux que pile ou face, quoi. Si vous voulez savoir si la personne en face vous dit la vérité, vous jetez une pièce, vous regardez et voilà, vous ferez pas mieux que ça. Donc voilà pourquoi les gens mentent, parce que c'est facile de tromper. Quand vous avez une chance sur deux de tromper la personne en face de vous, c'est hyper simple. Et tout le monde le fait, donc ça encourage aussi. Mais alors pourquoi on le fait? Quelles sont en fait les formes de motivation au mensonge, justement? Alors la première qu'on a, il y a le mensonge altruiste. Donc par exemple, c'est un mensonge qui est supposé protéger l'autre. Donc un enfant, un ami, un être aimé, voilà.
Et typiquement, voilà, vous avez vu la femme de votre meilleur pote le tromper. Vous n'allez pas lui dire parce que vous voulez le protéger, vous voulez pas qu'il soit triste, vous voulez pas briser sa famille, vous voulez pas être à l'origine de ça. Donc c'est un mensonge par omission. Alors il faut faire attention parce que ce type de mensonge, il peut basculer dans l'abus de pouvoir si l'ignorance ou la faiblesse de la personne permettent aussi de le manipuler ou diminuer son autonomie décisionnelle. Donc par exemple, ça serait typiquement le Papa Noël, quoi. Voilà. Quand on fait croire aux petits que le Père Noël existe, on profite de la faiblesse d'un enfant, de sa crédulité, pour le manipuler. Et voilà, en lui disant, si t'es pas sage, le Père Noël va pas passer. C'est un mensonge. Ça peut paraître aussi bête que ce soit, ça reste un mensonge. Donc voilà, hein, quand je parle de mensonge dans ce podcast, c'est vraiment du simple ça va le matin aux collègues de travail alors que ça ne va pas, jusqu'à cacher des tromperies, cacher des impôts, vraiment tout le spectre du mensonge. Mais ça commence par là. Donc ce mensonge altruiste, il peut avoir plusieurs raisons. Pas faire de la peine à son interlocuteur, par sympathie par exemple, ou par tact tout simplement. Et c'est souvent là qu'on aura le mensonge par omission, quoi. Voilà. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Est-ce qu'il faut être authentique en toutes circonstances, hein? Ça, c'est vraiment la question. Il y a le dicton qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Elle renvoie aussi à l'idée peut-être que toute vérité n'est pas bonne à entendre. Et ça, j'ai eu un peu mes avis, on va le voir à la fin du podcast, mais je vous laisserai seul juge de ce qu'il faut faire dans une situation comme celle d'un adultère de votre meilleur pote, par exemple. Hein, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça, c'est une première façon où vous pouvez mentir, un mensonge altruiste. Un deuxième type de mensonge, ça serait le manque de courage, tout simplement. Le manque de courage dans l'évitement du chemin qui permettrait de dire la vérité, pour éviter des conflits, tout simplement. Si vous avez oublié de faire les courses cet après-midi et que vous rentrez à la maison et que vous aviez dit que vous feriez les courses, pour éviter un conflit avec votre conjoint, vous allez dire que votre voiture est tombée en panne, ou alors peut-être même pas quelque chose de si gros, mais simplement dire que vous avez été retenu au bureau. Et bon, je trouve déjà que c'est pas bien, et on le verra à la fin, hein, que pour tous ces petits mensonges-là, on peut se les économiser. Je vais pas spoiler la fin, mais voilà, ça sert à rien de vouloir être parfait et d'avoir toujours raison. Pour des trucs qui ont aucune importance comme ça, faut pas mentir. On s'en fout, faut pas mentir. Mais en tout cas, ça peut en tout cas donner un manque de courage, clairement. De peur d'avouer. On peut aussi mentir de peur d'avouer qu'on ne sait pas. Et ça, on l'a vu par exemple avec la crise Covid, c'était hallucinant. Mais quand on nous explique que les masques ne servent à rien, quand on nous explique que c'est le confinement qui crée le virus, ça c'est notre ministre de la Santé qui nous l'a dit quand même, que la grippe disparaissait au printemps parce qu'on ouvrait les fenêtres, et que c'est le confinement qui créait le virus. Et on voit qu'en fait, tous les gouvernements, là, tout ce qu'on a eu au gouvernement, on ment de peur de nous dire tout simplement, se mettre en face de la caméra et nous dire, voilà, on a un virus, on n'a jamais eu à faire face à ça, on va faire de notre mieux, mais les amis, je peux pas vous dire que ça se passera bien parce que j'en sais rien. Ça, c'est de la franchise, c'est de la sincérité radicale. Mais voilà, est-ce que les gens sont prêts à l'entendre? Est-ce qu'en disant ça, on va pas déclencher une panique totale dans les rues? Donc voilà, on peut mentir de peur de ne pas avouer qu'on ne sait pas, clairement. Après, on a aussi des mensonges utilitaires. Donc là, un mensonge pour acquérir un bien ou un service, pour préserver l'amour de quelqu'un ou éviter une sanction, pour préserver ou valoriser son image. Donc là, le mensonge utilitaire, c'est typiquement mon client qui me signe mon devis pour me dire vas-y, et qui sait très bien qu'il ne me le payera jamais. Donc là, c'est un mensonge fait sciemment pour acquérir le bien, là, en l'occurrence des caniveaux-grilles, salopard. Paix à son âme. Mais voilà, mais bon. Ou en négociation IMO, par exemple. Ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Si vous visitez un bien qui est exceptionnel, et que la personne qui le vend, le particulier, est un gros con raciste, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez, peut-être pas dans son sens, mais le caresser dans le sens du poil, ou alors ne pas réagir, ou alors vous allez rester fidèle, authentique, sincère, et lui dire j'en veux pas de ton bien, gros con. Ou alors, après, est-ce que vous allez vous dire que vous pouvez faire un mensonge utilitaire, justement, si le bien est super intéressant, pour le débarrasser de ce bien-là, et vous faire du fric sur son dos. Voilà. Donc là, on peut aussi faire du mensonge utilitaire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On le verra un peu par la suite.
On peut aussi mentir pour dissimuler ou justifier une absence. Bon ben voilà, par exemple un alibi, hein, dans le cas d'un adultère, mentir pour faire croire qu'on était ailleurs. Il y a aussi, bien entendu, les mensonges hostiles. Donc là, on va très très loin, mais ces mensonges nourris par la haine, par l'envie, et non pas la jalousie, hein, mais vraiment par l'envie, et proférés dans le but de nuire. Donc là, c'est par exemple d'aller faire courir des rumeurs sur quelqu'un. On va mentir sur une personne pour lui nuire, parce qu'on est envieux de son succès. Donc là, c'est vraiment très très moche, mais il y a des gens qui sont comme ça, qui ont cette haine en eux, et voilà. Dommage pour eux, mais ça existe. On peut mentir vraiment pour faire du tort aux gens. Et il y a aussi, et ça on en parlera dans la fin du podcast, les mensonges désirs, qui cherchent à nier une réalité frustrante ou inacceptable. Et ça, c'est des mensonges qu'on se fait à soi-même. Et pareil, je vais pas spoiler la fin du podcast, mais un peu quand même. On verra que c'est quand même le pire. Genre, par exemple, se persuader soi-même que finalement, notre rat race, elle est pas si mal, et que c'est cool, et que finalement, son job qu'on déteste, c'est pas si mal, et que finalement, notre paye un peu pourrie, elle nous permet de survivre, et que c'est pas si mal, et que finalement, notre vie est pas si mal. Alors que ce qu'on veut, c'est une vie qui déchire. C'est réaliser nos rêves de gamin, c'est profiter du temps et de la chance qu'on a d'être en vie, de respirer et de se lever tous les matins pour faire des choses exceptionnelles. Et comme on n'a pas le courage de ça, on se ment à soi-même, un petit mensonge désir là, pour nier notre réalité frustrante. Genre, voilà, ma rat race c'est cool, alors qu'on en pense le contraire. Voilà pourquoi, toutes les raisons pour lesquelles on ment. Alors est-ce que c'est un gros problème de mentir, justement? Est-ce que vraiment, quelles sont les conséquences, quoi? Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une hiérarchie dans les mensonges. Et quoi qu'on en dise, le mensonge, ça reste une sorte de lubrifiant social un petit peu. J'en ai parlé tout à l'heure, le ça va répondu le matin alors que ça va pas. Peut-être que vos collègues de travail, ils n'ont pas besoin d'entendre que hier au sport vous êtes tordu la cheville, que ça vous a empêché de dormir, que du coup il a fallu que vous liez à 3h du matin pour vous rebander la jambe, ou tout simplement vous n'avez pas envie de plomber les gens et vous répondez ça va. Et d'ailleurs, c'est aussi une sorte de tromperie à soi-même. Mais si vous vous réveillez le matin et que vous vous dites qu'est-ce que j'ai mal dormi, qu'est-ce que je suis pas bien, c'est l'enfer, vous envoyez pas un bon signal à votre cerveau, vous allez peut-être passer une moins bonne journée. Alors que même si vous avez mal dormi, vous dites allez, c'est pas grave, c'est cool, je fais mon lit, je me mets debout et j'y vais et quoi qu'il arrive, ça va. Vous vous mentez à vous-même là, mais vous êtes en train d'envoyer à votre cerveau un bon signal. Vous mettez déjà à sourire et tout de suite ça va mieux. Donc on le voit quand même que tous les mensonges, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour ça, mais que tous les mensonges ne vont pas avoir les mêmes conséquences. Si vous répondez ça va à vos collègues le matin, ça n'aura pas les mêmes conséquences que si vous falsifiez un dossier au boulot, quoi. Clairement. Donc on ne peut pas être franc à 100% en permanence, comme le voudrait Kant, hein. Ça reste quand même quelque chose d'un peu utopique. C'est juste pas possible, quoi. Voilà, il y a forcément des moments où vous allez devoir faire des petits mensonges, alors peut-être même des gros, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, avec cette histoire d'adultère, ou est-ce que vous allez vous mêler de la vie des gens? Est-ce que c'est votre rôle de faire ça? Vous pouvez faire du mensonge par omission à ce moment-là. Et il y a aussi le fait, on en a parlé tout à l'heure, que tout le monde ment, depuis qu'on est tout petit, entre 2 et 200 fois par jour, hein, dans ce que j'ai vu. Et donc forcément, comme tout le monde le fait, ça nous aide à mentir plus facilement. Donc c'est un peu ça le problème, c'est qu'il faut avoir cette conscience, et on en parlera un peu dans la fin du podcast, mais un petit peu comme comment dire, se voir de l'extérieur quand on discute avec des gens parfois, et faire attention à notre langage, faire attention au moment où on va peut-être prendre un peu des raccourcis avec la vérité, même parfois pour simplifier un dialogue, hein. Quand vous arrive une histoire, vous n'allez pas raconter peut-être tous les détails exactement, vous allez peut-être omettre certains détails qui n'ont aucune importance pour simplifier et aller droit au but. Donc il faut faire attention entre omettre ces détails pour aller plus vite et carrément arranger la vérité. Parce que voilà, si on a l'habitude de se mentir à soi-même, on aura plus facilement tendance à arranger la vérité. Et là, pour le coup, c'est quand même moche. Donc voilà, le tout, c'est d'avoir dans sa tête cette échelle réaliste de la hiérarchie des mensonges. Parce que les problèmes que ça peut avoir en couple, par exemple, si vous prenez l'habitude de mentir à votre conjoint et qu'elle le découvre, il y a un dicton
anglais que j'aime bien qui dit Tell a lie once and all your truths become questionable. Ça veut dire dis un mensonge une fois et toutes tes vérités sont remises en question. Voilà, clairement. Et ça peut faire mal. Si vous aviez l'habitude de sortir tout le temps et que votre conjoint vous fait confiance et que vous vous tenez à carreau et qu'une fois vous déconnez et que vous l'avouez à votre conjoint ou elle s'en rend compte, elle va avoir des questionnements sur toutes les fois où vous êtes sortis et du coup vous aurez beau essayer de vous défendre et de dire la vérité, votre vérité elle la prendra comme un mensonge. Et donc parfois mentir dans ces relations-là, ça peut être comme un poison et que ça se diffuse et que ça prenne des proportions bien plus grosses que comment dirais-je, que la connerie que vous avez faite, quoi, clairement. Il y a dans le storytelling où je voulais parler, par exemple, puisque on le voit beaucoup quand on met en avant son image, comme moi sur Internet, par exemple, avec mon Instagram, ou avec ce podcast. Alors, dans un podcast, c'est beaucoup plus difficile de mentir, parce que ça dure 1 heure, c'est en live, et on se livre beaucoup, enfin, en tout cas, dans le type de podcast que je fais, où je suis vraiment, pour beaucoup d'épisodes, pour la plupart des épisodes, tout seul à analyser un sujet, c'est plus difficile. Mais pour aller vite, pour expliquer qui on est, par exemple, quand vous prenez ma bio Insta, c'est marqué rentier immobilier 25 lots, j'aide les investisseurs à changer de vie. Il n'y a que quelques phrases, donc il faut faire un storytelling qui soit rapide, marquant. Et le storytelling, ça reste aussi un peu du marketing. Et donc, qui dit marketing dit quand même un peu mensonge parfois. Et on peut avoir tendance à enjoliver la réalité et voire négocier quelques petits arrangements avec la vérité. Et là, pour le storytelling, il faut faire très très attention, puisqu'avec Internet, tout se vérifie, et en quelques recherches, vous pouvez être démasqué si vous vous mettez à mentir ou à vous inventer une vie. Donc voilà, pour le storytelling, la vérité, ça reste quand même le maître mot. Voilà. Et alors, comme je le disais tout à l'heure, pour simplifier une histoire, on peut enlever certains détails qui n'ont aucune importance, et qui ne vont pas altérer l'histoire, parce que ça va plus vite, et parce que c'est plus simple. Mais c'est quelque chose auquel il faut faire très attention, et si dans votre storytelling, vous mentez sciemment, ça peut être vraiment un gros problème, parce que ça peut se retourner contre vous. Il y a aussi dans le marketing, où le mensonge peut être un vrai problème, puisque les marques nous mentent en permanence, et ça c'est un truc de fou. Il suffit d'attraper n'importe quoi, un jean marqué fabriqué en France. Vous prenez le jean, il n'est pas fabriqué en France, mais comme ils ont mis les boutons en France, on vous marque fabriqué en France, alors que le coton du jean peut venir de Turquie, par exemple. Et ça, c'est fait dans tous les sens, sur les plats cuisinés, sur tout ce que vous voulez. C'est tout le temps du mensonge, entre la photo qu'il y a sur la boîte, où on vous montre, je sais pas moi, n'importe quoi. J'achète pas de plats cuisinés, mais vous pouvez avoir, je sais pas, un petit salé aux lentilles, par exemple, et vous voyez sur la boîte qu'il y a 3 saucisses de dessinées, et vous l'ouvrez, et dans le truc, il n'y a que des lentilles et une pauvre saucisse au milieu. Ce genre de truc. Et tout ça, c'est des mensonges aussi. Donc voilà, le marketing, ça peut être carrément du mensonge, et il faut avoir beaucoup de recul vis-à-vis de ça. On arrive à la dernière partie du podcast, où la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que, au final, tout ça peut nous apprendre? Comment arrêter de mentir? Alors, on l'a vu, c'est utopiste de penser ne jamais mentir. C'est impossible, en fait, puisqu'il y aura forcément des petits mensonges. Le but, je crois que c'est de se rappeler les accords Toltec, et déjà, l'accord Toltec, que ta parole soit impeccable, je pense que c'est la première chose à se rappeler. En essayant justement de ne pas mentir, d'être sincère, d'être authentique. Gardez ce mot en tête. Plutôt que de se dire ne pas mentir, se dire je suis sincère, je suis authentique. Gardez ça. Et je suis authentique et ma parole est impeccable. Et après, bien sûr, il y a l'accord Toltec, fais toujours de ton mieux, qui vient le tempérer. Parce que justement, il n'y aurait pas... s'il n'y avait que ta parole soit impeccable, ça voudrait dire que on peut ne jamais mentir. Mais l'accord fais toujours de ton mieux, faites toujours de votre mieux, il est venu être ajouté par Don Miguel Ruiz, pour bien nous dire que justement, que notre parole soit impeccable en permanence, c'est juste impossible, quoi. On n'est pas des robots, on est des êtres humains, on utilise le langage. Déjà, rien que de parler, les mots qu'on emploie, ils travestissent aussi la vérité, ou ils l'arrangent par rapport aux faits.
Donc il y a rien que dans le fait de parler, il y a déjà une manipulation. Dans les gestes qu'on va utiliser, dans les mots qu'on va utiliser, il y a une certaine manipulation. Donc ben voilà, pour essayer de ne pas mentir, en tout cas, se rappeler qu'il faut être toujours sincère, authentique, et d'avoir une parole impeccable et de faire toujours de son mieux. Après, on le sait, donc on l'a dit, tout le monde ment. Il y a une chose par contre qui peut nous offrir le mensonge, c'est un gros feedback inconscient. Et ça, c'est peut-être le truc le plus puissant que j'ai trouvé en préparant ce podcast, c'est que mentir, ça en dit long sur soi. Et à chaque fois qu'on ment, il y a une indication précieuse qui dit quelque chose de nous. Et ça, c'est vraiment génial. C'est un feedback qui est hyper puissant. Il faut y être très attentif. Par exemple, si quand vous racontez vos vacances, vous avez tendance à arranger la vérité, à y rendre un peu plus excitant, ou à rajouter des détails qui n'ont jamais existé. Ça peut arriver. Peut-être que votre vie, elle n'est pas si palpitante que ça. Ou peut-être que justement, vous cherchez à nier cette réalité frustrante et inacceptable. Si quand vous racontez votre boulot, vous vous dites que vous faites chier au boulot, et quand on vous demande ce que vous faites, vous dites que ça vous plaît, et que c'est génial, et que vos collègues sont super bien, et que finalement vous êtes super content de ce taf, et qu'au fond de vous, vous savez que vous mentez, là vous avez un feedback. Si vous mentez, si vous ne dites pas la vérité sur votre boulot, c'est peut-être que justement votre boulot vous fait chier. Si par exemple vous mentez pour fuir un conflit, un conflit avec votre conjoint par exemple, peut-être que vous manquez de courage. Là-dessus en tout cas, et qu'il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur trouver le courage de dire les choses qui sont importantes pour vous. Si vous mentez car vous ne savez pas quelque chose, on vous pose une question, vous avez peur de dire que vous ne savez pas, vous mentez. Vous allez inventer quelque chose, inventer une réponse, parce que voilà, vis-à-vis de votre client par exemple, on peut prendre le début dans ce que je disais. Quand un client me dit il faut intervenir dans 15 jours, que moi je sais qu'on n'y sera pas avant un mois, et que je dis oui, est-ce que c'est pas un manque de confiance en moi à l'époque? Manque d'assurance, de confiance, et de dire écoutez, je suis navré, je vous respecte, je sais que votre chantier est très important, malheureusement j'ai été prévenu peut-être un peu tard, mais je ne pourrai pas, ou malheureusement mes équipes sont très demandées, sachez que je ferai le mieux que je peux, mais je ne serai pas là à l'heure. Et voilà, ça serait la vraie réponse à faire, mais de ne pas la faire, c'est peut-être un manque de confiance en soi, ou un manque de courage aussi. Si vous mentez en couple, si par exemple vous ne pouvez pas vous empêcher de tromper votre conjoint et que vous restez quand même avec, peut-être que vous êtes en train de vous mentir, et peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne, ou peut-être qu'il faut que vous soyez plus focus sur vos objectifs, ou que vous vous remettiez dans la tête ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc voilà, le fait de mentir, si on arrive à s'observer, à se voir mentir, c'est un super feedback sur ce qu'on ne veut pas s'avouer, sur ce qu'on fait inconsciemment. C'est hyper puissant, ça peut être vraiment très très riche. Donc voilà, quand vous mentez, est-ce que c'est de la honte, est-ce que c'est pour protéger quelqu'un? Tous ces renseignements-là, c'est hyper précieux. Voilà ce que je voulais vraiment dire là-dessus. Et après, c'est que dire la vérité, être authentique, ne pas paraître parfait, dire quand on a chié dans la colle, dire quand on est mauvais, dire quand on est nul, ça nous rabaisse pas. C'est sûr qu'on va pas paraître parfait, mais une personne qui est complètement parfaite, qui est complètement lisse, c'est inintéressant. Une personne qui a aucune aspérité, ça paraît inatteignable, et en plus c'est un être humain, donc c'est faux. Donc voilà, moi quand je vous dis que parfois, je l'ai souvent dit dans ce podcast, il y a des jours où je me lève, où j'ai pas le moral. Avant ça me durait 2 jours, aujourd'hui ça me dure maximum 2 heures. Voilà, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, et ça va mieux. Mais je vous dis pas que tous les jours je me réveille, c'est pompé l'up, j'ai la pêche et que ça va toujours bien. Ça serait vous mentir, ça serait archi faux. J'ai pas réponse à tout non plus. J'essaye de me poser plein de questions et j'essaye d'y répondre avec vous. Et en plus, c'est interactif parce que vous répondez au podcast, ça enrichit ma réflexion. Et voilà, et je cherche pas à paraître parfait. Je sais que je suis bien loin d'être parfait, que j'ai mes défauts. Par exemple, je suis quelqu'un de très susceptible, ce genre de choses. Donc voilà, et avouer ses défauts, ne pas chercher à paraître parfait tout le temps, ça nous rend bien plus humains. Et donc c'est vraiment une raison de plus pour en finir avec les petits mensonges du quotidien. Typiquement, quand votre patron vous dit vous m'avez pas rendu le rapport, allez raconter que vous avez été pris dans les embouteillages ou quoi, alors que juste vous étiez fatigué, vous n'avez pas eu le temps, dites la vérité. J'étais fatigué, j'ai pas eu le temps. Et ainsi de suite. Ou quand vous arrivez en retard le matin au boulot,
et que votre réveil n'a pas sonné, dites la vérité. Mon réveil n'a pas sonné. C'est des mensonges qu'on peut s'économiser, qui servent à rien. Et on va pas vous fustiger ou vous taper parce que votre réveil n'a pas sonné. Ça peut arriver à tout le monde. Alors qu'inventer des bouchons imaginaires, ça sert à rien. Et voilà. Donc c'est une bonne raison pour finir avec ces petits mensonges du quotidien. Ensuite, il y a une autre astuce que moi j'aime bien, c'est de passer du temps seul. Ça, c'est vraiment important pour arrêter de se mentir à soi-même. Et ça, c'est vraiment puissant. Ça peut être des balades en forêt, ça peut être de la méditation, ça peut être ce que je propose parfois, de passer un week-end entier tout seul pour vraiment se mettre en face de soi-même. Alors on l'a vu, hein, le mensonge va nous renseigner justement pour savoir vraiment ce qu'on veut dans la vie, parce que on le voit, chaque fois qu'on va mentir à quelqu'un, se dire « Ah tiens là, je suis pas tout à fait sincère, j'ai pas tout à fait dit la vérité, j'ai un peu arrangé le truc, voilà, j'ai dit à mon patron que j'étais en retard parce que à cause des bouchons, alors qu'en vrai, je le sais au fond de moi, c'est parce que je suis parti trop tard ce matin. Bon, il faut que je travaille sur mon courage de dire les choses comme je les pense et comme elles sont arrivées. Ça nous aide. Il y a ce premier levier-là, et il y a aussi le levier de passer du temps tout seul, parce que quand on est tout seul, sans distraction, là on peut vraiment réfléchir posément, prendre le temps de voir ce qu'on veut, et se mettre en face de ses choix, et arrêter de se mentir à soi-même, justement. Parce que on a fait tout un podcast sur le mensonge, justement, et ce que je veux dire par-dessus tout, c'est que le plus gros mensonge qu'on peut faire, on peut mentir à son conjoint qu'on est en train de tromper, on peut mentir à son patron sur des dossiers qu'on n'a pas fait, on peut même mentir devant les impôts ou devant la justice. C'est moche, mais pour moi, le plus gros mensonge qu'on est en train de faire, c'est le mensonge à soi-même. Et c'est ça qui est dommage, parce que c'est du temps perdu, et c'est n'importe quoi. Et en faisant ça, on entraîne aussi des gens avec nous parfois, et c'est vraiment pas bien. On fait perdre du temps à soi, on fait perdre du temps à tout le monde. Donc le plus gros mensonge, c'est celui à soi-même. Et je pense que quand on est aligné dans son chemin, forcément qu'on va toujours un peu mentir, parce qu'on l'a vu, c'est un lubrifiant social, et que les petits mensonges du quotidien, genre ça va alors que ça va pas, on aura du mal à complètement tout effacer. Mais par contre, quand on est aligné dans sa vie, on n'a plus besoin de mentir, on s'en fout en fait. Si on est en retard parce qu'on s'est pas levé, on est en retard parce qu'on s'est pas levé. Si on s'était inscrit au sport et qu'on n'a pas eu le temps d'y aller, on avoue qu'on a oublié de se désinscrire, et ainsi de suite. On ne cherche pas des petites excuses ou d'arranger la vérité ou d'arranger les choses, puisque voilà, on est sur son chemin, on est bien, on est fidèle à soi-même, et on peut être totalement sincère et authentique, se présenter comme on est, voilà, entraîner sa confiance en soi pour que on puisse se présenter 100% sincère et authentique, et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Voilà, écoutez, on arrive au bout de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un sacré sujet, le mensonge. On l'a vu, c'est vraiment vaste. Ça va vraiment du tout petit mensonge presque insignifiant à vraiment des choses qui sont graves, qui peuvent engager. Et tout ça, c'est tout un panel et tout l'éventail d'une même chose. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vais vous souhaiter pour cette semaine de ne pas trop mentir, voire essayer de ne pas mentir du tout. Rappelez-vous que ta parole soit impeccable, et si ça déraille, dites-vous qu'il faut toujours faire de votre mieux. C'est le plus important. Je vous souhaite d'être sincère et authentique, parce qu'il n'y a rien de tel que de passer du temps avec des gens sincères et authentiques. C'est un vrai bonheur. Je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.